Un chant de Noël de Charles Dickens. Un divertissement séquentiel pour le radiogramme sans fil. Dans l'épisode précédent, nous avons assisté à l'apparition du fantôme de Jacob Marley, ci-devant partenaire d'affaires de l'avare Ebenezer Scrooge, et dont l'âme est à présent condamnée à errer de par le monde, alourdie de chaînes forgées par lui de son vivant, par son indifférence et son mépris envers ses semblables. Il a annoncé à Scrooge la visite imminente de 3 esprits qui l'aideront à échapper au triste sort des spectres errants. Troisième épisode, le premier des 3 esprits, première partie. Quand Scrooge s'éveilla, il faisait si noir que, regardant de son lit, il pouvait à peine distinguer la fenêtre transparente des murs opaques de sa chambre. Il s'efforçait de percer l'obscurité avec ses yeux de furet lorsque l'horloge d'une église voisine sonna les 4 quarts. Scrooge écouta pour savoir l'heure. À son grand étonnement, la lourde cloche alla de 6 à 7, puis de 7 à 8, et ainsi régulièrement jusqu'à 12. Alors, elle s'arrêta. Minuit. Il était 2 heures passées quand il s'était couché. L'horloge allait donc mal? Un glaçon devait s'être introduit dans les rouages. Minuit. Scrooge toucha le ressort de sa montre à répétition pour corriger l'erreur de cette horloge qui allait tout de travers. Le petit pouls rapide de la montre battit 12 fois et s'arrêta. « Comment? Il n'est pas possible, dit Scrooge, que j'ai dormi tout un jour et une nuit, et à partir d'une seconde nuit. Il n'est pas possible qu'il soit arrivé quelque chose au soleil et qu'il soit minuit à midi. » Cette idée étant de nature à l'inquiéter, il sauta à bas de son lit et marcha à tâtons vers la fenêtre. Il fut obligé d'essuyer les vitres gelées avec la manche de sa robe de chambre avant de pouvoir rien voir, et encore il ne put pas voir grand-chose. Tout ce qu'il put distinguer, c'est que le brouillard était toujours très épais, qu'il faisait extrêmement froid, qu'on n'entendait pas dehors les gens aller et venir et faire grand bruit, comme cela aurait indubitablement eu lieu si la nuit avait chassé le jour et pris possession du monde. Ce lui fut un grand soulagement, car sans cela, que seraient devenues ces lettres de change? À 3 jours de vue payés à M. Ebenezer Scrooge ou à son ordre, et ainsi de suite, de pures hypothèques sur des brouillards de Ludson. Scrooge reprit le chemin de son lit et se mit à penser, à repenser, à penser encore à tout cela, toujours et toujours et toujours, sans rien y comprendre. Plus il pensait, plus il était embarrassé, et plus il s'efforçait de ne pas penser, plus il pensait. Le spectre de Marley le troublait excessivement. Chaque fois qu'après un mûr examen, il décidait, au-dedans de lui-même, que tout cela était un songe, son esprit, comme un ressort qui cesse d'être comprimé, retournait en hâte à sa première position et lui présentait le même problème à résoudre. Était-ce ou n'était-ce pas un songe? Scrooge demeura dans cet état jusqu'à ce que le carillon eût sonné 3 quarts d'heure de plus. Alors, il se souvint tout à coup que le spectre l'avait prévenu d'une visite quand le timbre sonnerait 1 heure. Il résolut de se tenir éveillé jusqu'à ce que l'heure fût passée, et considérant qu'il ne lui était pas plus possible de s'endormir que d'avaler la lune, c'était peut-être la solution la plus sage qui fût en son pouvoir. Ce quart d'heure lui parut si long qu'il crut plus d'une fois s'être assoupi sans s'en apercevoir et n'avoir pas entendu sonner l'heure. L'horloge, à la fin, frappa son oreille attentive. « Ding dong !»« 1 quart, dit Scrooge content. « Ding dong !»« La demi, dit Scrooge. « Ding dong !»« Les 3 quarts, dit Scrooge. « Ding dong !»« L'heure, l'heure !» s'écria Scrooge, triomphant, et rien d'autre. Il parlait
avant que le timbre de l'horloge eût retenti. Mais au moment où celui-ci eut fait entendre un coup profond, lugubre, sourd, mélancolique, une vive lueur brilla aussitôt dans la chambre et les rideaux de son lit furent tirés. Ha ha! Les rideaux de son lit furent tirés, vous dis-je, de côté par une main invisible, non pas les rideaux qui tombaient à ses pieds ou derrière sa tête, mais ceux vers lesquels son visage était tourné. Les rideaux de son lit furent tirés et Scrooge, se dressant dans l'attitude d'une personne à demi couchée, se trouva face à face avec le visiteur surnaturel qui les tirait, aussi près de lui que je le suis maintenant de vous. Et notez que je me tiens debout, en esprit, à votre coude. C'était une étrange figure, celle d'un enfant, et néanmoins pas aussi semblable à un enfant qu'à un vieillard, vu au travers de quelques milieux surnaturels qui lui donnaient l'air de s'être éloigné à distance et d'avoir diminué jusqu'aux proportions d'un enfant. Ses cheveux qui flottaient autour de son cou et tombaient sur son dos étaient blancs, comme si c'eût été l'effet de l'âge, et cependant, son visage n'avait pas une ride, sa peau brillait de l'incarnat le plus délicat, les bras étaient très longs et musculeux, les mains de même, comme s'il eût possédé une force peu commune. Ses jambes et ses pieds, très délicatement formés, étaient nus comme les membres supérieurs. Il portait une tunique du blanc le plus pur, et autour de sa taille était serrée une ceinture lumineuse qui brillait d'un vif éclat. Il tenait à la main une branche verte de houx fraîchement coupée, et par un singulier contraste avec cet emblème de l'hiver, il avait ses vêtements garnis de fleurs de l'été. Mais la chose la plus étrange qui fut en lui, c'est que du sommet de sa tête jaillissait un brillant jet de lumière, à l'aide duquel toutes ces choses étaient visibles et d'où venait sans doute que dans ces moments de tristesse, il se servait en guise de chapeau d'un grand éteignoir qu'il tenait présentement sous son bras. Ça n'était point là, cependant, en regardant de plus près, son attribut le plus étrange aux yeux de Scrooge. Car comme sa ceinture brillait et reluisait tantôt sur un point, tantôt sur un autre, ce qui était clair un moment devenait obscur l'instant d'après, l'ensemble de sa personne subissait aussi ces fluctuations et se montrait en conséquence sous des aspects divers. Tantôt c'était un être avec un seul bras, une seule jambe ou bien 20 jambes, tantôt 2 jambes sans tête, tantôt une tête sans corps. Les membres qui disparaissaient à la vue ne laissaient pas apercevoir un seul contour dans l'obscurité épaisse, au milieu de laquelle il s'évanouissait. Puis, par un prodige singulier, il redevenait lui-même aussi distinct, aussi visible que jamais. « Monsieur, demanda Scrooge, êtes-vous l'esprit dont la venue m'a été prédite? »« Je le suis. » La voix était douce et agréable, singulièrement basse, comme si au lieu d'être si près de lui, il se fût trouvé dans l'éloignement. « Qui êtes-vous donc? » demanda Scrooge. « Je suis l'esprit de Noël passé. »« Passé depuis longtemps? » demanda Scrooge, remarquant la stature du nain. « Non, votre dernier Noël. » Peut-être Scrooge n'aurait-il pu dire pourquoi si on le lui avait demandé, mais il éprouvait un désir tout particulier de voir l'esprit coiffé de son chapeau, et il le pria de se couvrir. « Et quoi? » s'écria le spectre. « Voudriez-vous sitôt éteindre avec des mains mondaines la lumière que je donne? N'est-ce pas assez que vous soyez un de ceux dont les passions égoïstes m'ont fait ce chapeau et me forcent à le porter à travers les siècles enfoncé sur mon front? » Scrooge nia respectueusement qu'il eut l'intention de l'offenser et protesta qu'à aucune époque de sa vie il n'avait volontairement coiffé l'esprit. Puis il osa demander quelle besogne l'amenait. « Votre bonheur, » dit le fantôme. Scrooge se déclara fort reconnaissant, mais il ne put s'empêcher de penser qu'une nuit de repos non interrompue aurait contribué davantage à atteindre ce but. Il fallait que l'esprit l'eût entendu penser, car il dit immédiatement « Votre conversion, alors, prenez garde.
Tout en parlant, il étendit sa forte main et le saisit doucement par le bras. « Levez-vous et marchez avec moi. » C'eût été en vain que Scrooge aurait allégué que le temps et l'heure n'étaient pas propices pour une promenade à pied, que son lit était chaud et le thermomètre bien au-dessous de la glace, qu'il était légèrement vêtu, n'ayant que ses pantoufles, sa robe de chambre et son bonnet de nuit, et qu'en même temps il avait à ménager son rhume. Pas moyen de résister à cette étreinte, quoique aussi douce que celle d'une main de femme. Il se leva, mais s'apercevant que l'esprit se dirigeait vers la fenêtre, il saisit sa robe dans une attitude suppliante. « Je ne suis qu'un mortel !» lui représenta Scrooge, « et par conséquent, je pourrais bien tomber. » Permettez seulement que ma main vous touche là, dit l'esprit, en mettant sa main sur le cœur de Scrooge, et vous serez soutenu dans bien d'autres épreuves encore. Comme il prononçait ces paroles, ils passèrent à travers la muraille et se retrouvèrent sur une route en rase campagne avec des champs de chaque côté. La ville avait entièrement disparu. On ne pouvait plus en voir de vestiges. L'obscurité et le brouillard s'étaient évanouis en même temps, car c'était un jour d'hiver brillant de clarté et la neige couvrait la terre. « Bon Dieu !» dit Scrooge en joignant les mains tandis qu'il promenait ses regards autour de lui. « C'est en ce lieu que j'ai été élevé. C'est ici que j'ai passé mon enfance. » L'esprit le regarda avec bonté. Son doux attouchement, quoiqu'il eût été léger et n'eût duré qu'un instant, avait réveillé la sensibilité du vieillard. Il avait la conscience d'une foule d'odeurs flottant dans l'air, dont chacune était associée à 1 million de pensées, d'espérances, de joie et de préoccupations oubliées depuis longtemps, bien longtemps. « Votre lèvre tremble, » dit le fantôme. « Est-ce que vous avez donc, là, sur la joue, qu'est-ce que c'est? »« Rien, » dit Scrooge tout bas, d'une voix singulièrement émue. « Ce n'est pas la peur qui me creuse les joues, ce n'est rien, c'est seulement une fossette que j'ai là. Menez-moi, je vous prie, où vous voulez. »« Vous vous rappelez le chemin ?» demanda l'esprit. « Me le rappeler ?» s'écria Scrooge avec chaleur. « Je pourrais m'y retrouver les yeux bandés. » « Il est bien étrange alors que vous l'ayez oublié depuis tant d'années, » l'observa le fantôme. « Avançons. » Ils marchèrent le long de la route. Scrooge reconnaissant chaque porte, chaque poteau, chaque arbre, jusqu'à ce qu'un petit bourg apparut dans le lointain avec son pont, son église et sa rivière au cours sinueux. Quelques poneys aux longs crins se montrèrent en ce moment trottant vers eux, montés par des enfants qui appelaient d'autres enfants, juchés dans des carrioles rustiques et des charrettes que conduisaient des fermiers. Tous ces enfants étaient très animés et échangeaient ensemble 1000 cris variés jusqu'à ce que les vastes campagnes furent si remplies de cette musique joyeuse que l'air mis en vibration riait à l'entendre. « Ce ne sont là que les ombres des choses qui ont été, » dit le spectre. « Elles ne se doutent pas de notre présence. » Les gais voyageurs avancèrent vers eux, et à mesure qu'ils venaient, Scrooge les reconnaissait et appelait chacun d'eux par son nom. Pourquoi était-il réjoui plus qu'on ne peut dire de les voir? Pourquoi son œil ordinairement sans expression s'illuminait-il? Pourquoi son cœur bondissait-il à mesure qu'il passait? Pourquoi fut-il rempli de bonheur quand il les entendit se souhaiter l'un à l'autre un gai Noël en se séparant au carrefour et au chemin de traverse qui devait les ramener chacun à son logis? Qu'était un gai Noël pour Scrooge? Foin du gai Noël! Que bien lui avait jamais-il fait? L'école n'est pas tout à fait déserte. Il reste encore un enfant solitaire, oublié par ses amis. Scrooge dit qu'il le reconnaissait et soupira. Ils quittèrent la grande route pour s'engager dans un chemin creux parfaitement connu de Scrooge et s'approchèrent bientôt d'une construction en briques d'un rouge sombre avec un petit dôme surmonté d'une girouette sur le toit.
Une cloche était suspendue. C'était une maison vaste qui témoignait des vicissitudes de la fortune, car on se servait peu de ces spacieuses dépendances. Leurs murs étaient humides et couverts de mousse, leurs fenêtres brisées et leurs portes délabrées. Des poules gloussaient et se pavanaient dans les écuries. Les remises et les hangars étaient envahis par l'herbe. À l'intérieur, elle n'avait pas gardé plus de restes de son ancien état, car en entrant dans le sombre vestibule et en jetant un regard à travers les portes ouvertes de plusieurs pièces, ils les trouvèrent pauvrement meublées, froides et solitaires. Il y avait dans l'air une odeur de renfermé. Tout en ce lieu respirait le dénuement glacial qui donnait à penser que ses habitants se levaient souvent avant le jour pour travailler et n'avaient pas trop de quoi manger. Ils allèrent, l'esprit et Scrooge, à travers le vestibule, à une porte située sur le derrière de la maison. Elle s'ouvrit devant eux et laissa voir une longue salle triste et déserte, que rendaient plus déserte encore des rangées de bancs et de pupitres en simple sapin. À l'un de ces pupitres, près d'un faible feu, lisait un enfant demeuré tout seul. Scrooge s'assit sur un banc et pleura, en se reconnaissant lui-même oublié, délaissé, comme il avait coutume de l'être alors. Pas un écho endormi dans la maison, pas un cri des souris se livrant bataille derrière les boiseries, pas un son produit par le jet d'eau à demi gelé tombant goutte à goutte dans l'arrière-cour, pas un soupir du vent parmi les branches sans feuilles d'un peuplier découragé, pas un battement sourd d'une porte de magasin vide, non, non, pas le plus léger pétillement du feu qui ne fit sentir au cœur de Scrooge sa douce influence et ne donna un plus libre cours à ses larmes. L'esprit lui toucha le bras et lui montra l'enfant, cet autre lui-même, attentif à sa lecture. Soudain, un homme vêtu d'un costume étranger, visible comme je vous vois, parut debout derrière la fenêtre, avec une hache attachée à sa ceinture, et conduisit par le licou un âne chargé de bois. « Mais c'est Ali Baba !» s'écria Scrooge en extase. « C'est le bon vieil Ali Baba, l'honnête homme. Oui, oui, je le reconnais. C'est un jour de Noël que cet enfant là-bas avait été laissé ici tout seul et que lui, il vint pour la première fois précisément accoutré comme cela. Pauvre enfant. Et Valentin, dit Scrooge, et son coquin de frère Orson, les voilà aussi. Et quel a son nom à celui-là qui fut déposé tout endormi, presque nu à la porte de Damas? Ne le voyez-vous pas? Et le palefrenier du sultan renversé sans dessus-dessous par les génies, le voilà la tête en bas. Bon, traitez-le comme il le mérite. J'en suis bien aise. Qu'avait-il besoin d'épouser la princesse? Quelle surprise pour ses confrères de la cité, s'ils avaient pu entendre Scrooge dépenser tout ce que sa nature avait d'ardeur et d'énergie à s'extasier sur de tels souvenirs, moitié riant, moitié pleurant, avec un son de voix des plus extraordinaires, et voir l'animation empreinte sur les traits de son visage. « Voilà le perroquet, continua-t-il, le corps vert et la queue jaune avec une huppe semblable à une laitue sur le haut de la tête. Le voilà! Pauvre Robinson Crusoe! Lui criait-il quand il revint au logis après avoir fait le tour de l'île en canot. Pauvre Robinson Crusoe! Où avez-vous été, Robinson Crusoe? L'homme croyait rêver, mais non, il ne rêvait pas. C'était le perroquet, vous savez. Voilà vendredi, courant à la petite baie pour sauver sa vie. Allons vite, courage, hop! Puis, passant d'un sujet à un autre avec une rapidité qui n'était point dans son caractère, touché de compassion pour cet autre lui-même qui lisait ses contes. Pauvre enfant, répétait-il, et il se mit encore à pleurer. Je voudrais, murmura Scrooge en mettant la main dans sa poche et en regardant autour de lui après s'être essuyé les yeux avec sa manche. « Mais il est trop tard maintenant. »« Qu'y a-t-il » demanda l'esprit. « Rien, » dit Scrooge. « Rien. Je pensais à un enfant qui chantait un Noël hier soir à ma porte. Je voudrais lui avoir donné quelque chose. Voilà tout. »
Le fantôme sourit d'un air pensif et de la main lui fit signe de se taire en disant « Voyons, voyons un autre Noël. » À ces mots, Scrooge vit son autre lui-même déjà grandi et la salle devint un peu plus sombre et un peu plus sale. Les panneaux s'étaient fendillés, les fenêtres étaient crevassées, des fragments de plâtre étaient tombés du plafond et les lattes montaient. Il se montrait à découvert. Mais comment tous ces changements à vue se faisaient-ils? Scrooge ne le savait pas plus que vous. Il savait seulement que c'était exact, que tout ce qui s'était passé comme cela. Il se trouvait là, seul, encore, tandis que tous les autres jeunes garçons étaient allés passer les joyeux jours de fête dans leur famille. Maintenant, il ne lisait plus, mais se promenait de long en large, en proie au désespoir. Scrooge regarda le spectre, puis, avec un triste hochement de tête, jeta du côté de la porte un coup d'œil plein d'anxiété. Elle s'ouvrit, et une petite fille, beaucoup plus jeune que l'écolier, entra comme un trait. Elle passa ses bras autour de son cou et l'embrassa plusieurs fois en « Cher frère !» « Je suis venue pour vous emmener à la maison, » dit-elle en frappant ses petites mains l'une sur l'autre, et toutes courbées, deux à force de rire. « Oui, vous emmener à la maison, à la maison, à la maison !»« À la maison, petite Fanny ?» répéta l'enfant. « Oui, dit-elle radieuse, à la maison pour tout de bon, à la maison pour toujours, toujours. » Papa est maintenant si bon en comparaison de ce qu'il était autrefois que la maison est comme un paradis. Un de ces soirs, comme j'allais me coucher, il me parla avec une si grande tendresse que je n'ai pas eu peur de lui demander encore une fois si vous ne pourriez pas venir à la maison. Il m'a répondu que oui, que vous le pouviez et m'a envoyé avec une voiture pour vous chercher. Vous allez être un homme, ajouta-t-elle en ouvrant de grands yeux. Vous ne reviendrez jamais ici, mais d'abord, nous allons demeurer ensemble toutes les fêtes de Noël et passer notre temps de la manière la plus joyeuse du monde. » Elle battit des mains et se mit à rire. Ensuite, elle essaya de lui caresser la tête, mais comme elle était trop petite, elle se mit à rire encore et se dressa sur la pointe de ses pieds pour l'embrasser. Alors, dans son empressement enfantin, elle commença à l'entraîner vers la porte et lui, il l'accompagnait sans regret. Une voix terrible se fit entendre dans le vestibule. « Descendez la malle de Master Scrooge, allons !» Et en même temps parut le maître en personne, qui jeta sur le jeune monsieur Scrooge un regard de condescendance farouche et le plongea dans un trouble affreux, en lui secouant la main en signe d'adieu. Il l'introduisit ensuite, ainsi que sa sœur, dans une vieille salle basse, la plus froide qu'on ait jamais vue, véritable cave où les cartes suspendues aux murailles, les globes célestes et terrestres dans les embrasures des fenêtres semblaient glacés par le froid. Il leur servit une carafe d'un vin singulièrement léger et un morceau de gâteau singulièrement lourd, régalant lui-même de ses friandises le jeune couple, en même temps qu'il envoyait un domestique de chétive apparence pour offrir quelque chose au postillon, qui répondit qu'il remerciait bien monsieur, mais que si c'était le même vin dont il avait déjà goûté auparavant, il aimait mieux ne rien prendre. Pendant ce temps, l'on avait attaché la malle de maître Scrooge sur le haut de la voiture. Les enfants dirent adieu de très grand cœur au maître et, montant en voiture, ils traversèrent gaiement l'allée du jardin. Les roues rapides faisaient jaillir comme des flots d'écume la neige et le givre qui recouvraient les sombres feuilles des arbres. Ce fut toujours une créature délicate qu'un simple souffle aurait pu flétrir, dit le spectre. Mais elle avait un grand cœur. « Oh oui !» s'écria Scrooge. « Vous avez raison, ce n'est pas moi qui dirai le contraire. Esprit, Dieu m'en garde. »« Elle est morte mariée, » dit l'esprit, « et a laissé 2 enfants, je crois. »« Un seul, » répondit Scrooge. « C'est vrai, » dit le spectre, « votre neveu. »
C'était Un chant de Noël de Charles Dickens, avec les voix de Céline Flao, Sylvain Fortier, Caroline Hébert et Jean-Luc Bonspiel. Direction technique, Marc-André Morin. Direction artistique, Caroline Hébert, Marc-André Morin et Jean-Luc Bonspiel.